Alors, bonjour à tous. Mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Aujourd'hui, je fais un petit spécial parce que hier, le 10 novembre, j'ai oublié d'enregistrer la réunion en ligne. Donc, je vais enregistrer ma partie de ce que j'ai dit plutôt que de le mettre par écrit, ce qui va être moins long pour moi. Alors, on a fait un petit rappel sur le début du gros livre. Je vais commencer la partie qui parle de l'alcoolisme, de la maladie physique. On va à la page XXIX, 29 en chiffres romains, et le paragraphe qui débute par « Nous croyons et nous l'avons dit ». C'est le docteur Silkworth qui parle là. Puis il nous parle que les effets de l'alcool sur les alcooliques chroniques sont une manifestation du type allergique. Donc, une allergie, c'est une réaction anormale du corps. Le corps d'un alcoolique réagit d'une façon différente de celui d'un consommateur normal d'alcool. Le consommateur normal va prendre un verre ou deux, il va arrêter là parce qu'il a un petit feeling, puis il trouve ça le fun. Et pour lui, c'est assez. Tandis qu'un alcoolique, lui, quand il prend le premier verre, ça déclenche le craving ou la soif insatiable. Et pourquoi ça? C'est que la science, ils ont découvert que le foie et le pancréas de l'alcoolique éliminent l'alcool plus lentement. Donc, l'alcool, quand il entre dans le corps, il se décompose en différents éléments. Mais pour un buveur comme un alcoolique, l'alcool n'est pas l'acétone, qui est un produit de la désintégration de l'alcool, l'acétone n'est pas éliminé totalement à l'extérieur. En restant dans le corps, l'acétone déclenche la soif insatiable. C'est pour ça qu'on prend un deuxième verre et que le deuxième déclenche une plus grande soif encore. Donc, on continue. C'est pourquoi l'alcoolique, une fois qu'il a commencé à boire, ne peut plus arrêter à moins de tomber. Tomber, ça veut dire que moi, je tombais, par exemple, il fallait que je tombe endormi. Si je ne dormais pas, je me relevais et j'en reprenais. Parfois, c'était de tomber malade. Surtout dans les débuts, quand je buvais, après plusieurs verres, j'étais malade. Je ne pouvais plus boire, là, ça ne marchait plus. Mais c'était quand même une réaction anormale dans le sens que quelqu'un qui est de normal, une fois qu'il sait qu'il peut être malade avec l'alcool, il ne se rendra pas jusqu'au bout. Moi, je me rendais pareil jusqu'au bout, même si je savais que j'allais être malade. Donc, c'est parce que c'était à cause du craving qui s'était développé. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est on a expliqué la maladie physique comme ça. Et la maladie physique est permanente. Il n'y a pas de... On ne peut pas guérir ou se rétablir de la maladie physique. On se rétablit de la maladie mentale, et on est rendu à parler de ça. Pour ça, on va à la page 30 en chiffre romain, XXX, où le docteur Silkworth nous parle de la maladie mentale au premier paragraphe complet qui débute par hommes et femmes. Donc, hommes et femmes boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. Ça, c'est autant les alcooliques que les non-alcooliques. Là, il nous parle de l'impression d'évasion. On s'évade, ce qu'on cherche à s'évader, on cherche à s'évader de notre mal-être intérieur. Appelons-les, que ce soit de l'anxiété ou que ce soit d'autres états intérieurs, nos ressentiments. On peut s'évader, chercher à s'évader de notre colère, on peut chercher à s'évader de notre tristesse, ça peut être de toutes sortes de choses. Donc, on cherche à s'évader. L'alcoolique particulièrement, lui, une fois qu'il a trouvé l'alcool comme solution à son problème intérieur, son mal-être, il va continuer à boire. Donc, il y a le phénomène de l'allergie qui entre en compte. Ce phénomène-là peut-être déclenche. Autrement dit, l'allergie physique peut être de source génétique ou peut se développer à force de boire. Donc, il y a les deux cas. Et peu importe le cas, une fois que le phénomène de la soif insatiable s'est enclenché, quand tu commences à boire, tu continues. Ça, c'est de l'allergie physique. Puis peu importe qu'elle soit de source génétique ou pas, une fois que c'est enclenché, il n'y a pas de retour possible là-dessus. Donc, revenons à l'aspect mental. L'aspect mental, on cherche l'évasion de notre mal-être. Puis quand on s'aperçoit que l'alcool fait ça, l'alcoolique finit par croire que c'est ça la solution à son mal-être. Puis il commence à rechercher ça quand il ne boit pas. Donc la maladie mentale se manifeste quand je ne bois pas. Je ne bois pas, mais j'ai soif parce que je veux avoir cette évasion-là de mon mal-être.
Le docteur Silkworth dit aussi dans ce paragraphe-là que les alcooliques sont impatients, irritables et mécontents aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procure quelques verres. Donc, il commence lentement à nous parler qu'on a un problème entre les deux oreilles, qu'on veut chercher notre solution à notre problème de mal-être dans l'alcool. Et on se met à l'idée que c'est ça, puis que c'est bon pour nous autres, puis que ça nous aide, puis qu'on est mieux avec l'alcool. Donc, c'est pour ça qu'on continue à boire. Donc, ils disent après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire, comme il arrive à un si grand nombre, que le phénomène de l'obsession s'accentue. Ici, il y a un problème de traduction. Ce n'est pas l'obsession s'accentue, c'est le craving ou la soif insatiable. Ils disent que les alcooliques traversent les étapes bien connues de la cuite. C'est ça, la cuite parce qu'on se rend jusqu'au bout à cause de l'allergie physique, la maladie physique. Donc, ils émergent bourrés de remords. C'est bien sûr que en buvant, on fait des choses qu'on n'est pas toujours très fiers. Donc, on sort de là avec des remords et résolu à ne plus jamais boire. Ça vous est-tu arrivé déjà? Mais on recommence à boire parce qu'on a la croyance que l'alcool est notre solution. Donc, on a développé des fausses croyances et c'est ça le problème de la maladie mentale. C'est qu'on a comme faussé notre esprit. On a créé un programme qui dit que tu as besoin d'alcool pour être mieux. C'est un programme de base qui est logé dans le système, puis tu n'y as pas accès. Tu n'as plus accès à ce programme-là. Tu as beau essayer de changer cette croyance-là, puis dire, ben non, je n'ai pas besoin d'alcool, non, je n'ai pas besoin d'alcool. Tu ne réussiras pas à te convaincre parce que c'est un programme qui va déloger tous les autres programmes que tu essaies de mettre par la suite. C'est un programme de base. Alors, il dit aussi, ce scénario se répète encore et encore, à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. Alors, étant donné que le problème de l'alcool se situe au niveau mental, la solution doit se trouver au niveau mental aussi. Donc, le changement psychique, c'est un changement dans la façon de penser. Et pour ça, je vous ai dit, il n'y a pas l'alcoolique n'a plus accès au programme de base. Donc, il faut qu'il y ait une puissance plus forte qui accède à ce programme de base-là. En informatique, je ferai appel pour régler un problème de ce genre-là. Je ferai appel à un informaticien, un expert en informatique pour régler ça. Nous, pour régler notre problème de maladie mentale, on peut avoir accès à une puissance supérieure aussi, quelqu'un qui connaît plus ça, qui est plus en mesure de le faire. Il faut que ce soit une puissance supérieure à nous-mêmes. Et c'est là qu'on fait appel à ça pour régler le problème. Donc, une fois qu'on a, paragraphe suivant, il dit qu'une fois que le changement psychique s'est produit, cette même personne qui semblait condamnée, les problèmes étaient tellement nombreux qu'elle désespérait de les résoudre, réussit soudainement, sans difficulté à surmonter son besoin d'alcool, simplement en s'efforçant d'observer quelques règles simples. Les règles simples, c'est les 12 étapes. Quand il parle des problèmes, les problèmes qu'on a, c'est les conséquences de notre consommation. Et s'il n'y avait pas de conséquences à notre consommation, on n'arrêterait pas de boire. Mais parce qu'il y a des conséquences, ça nous cause des difficultés. Les conséquences, ça peut être des problèmes relationnels, des problèmes physiques. Mon physique peut être attaqué. Ma santé émotionnelle n'est pas très bonne, ça se détériore. L'alcool, qui était ma solution au départ, devient ou augmente mes problèmes. Devient le problème principal, puis elle augmente même mes autres problèmes. Donc, je peux aussi avoir des problèmes au travail, dans ma carrière, où je suis plus capable d'aller travailler, comme Bill m'a amené, il n'était plus capable d'aller travailler seulement. Donc, ça cause des problèmes et c'est ça qui nous amène à vouloir chercher une solution. OK? Donc, après ça, on s'en va à la page XXXI, 31 chiffre romain, le paragraphe qui commence « Je ne suis pas d'accord avec ceux qui voient l'alcoolisme uniquement un problème de maîtrise mentale. » C'est plutôt contrôle mental. Donc, il parle des hommes qui avaient travaillé sur une question, sur un problème, un projet, puis ils ont pris un verre juste avant que ça se concrétise. Donc, ils disent « Le besoin irrésistible de boire a pris le dessus sur toute autre chose. »
Donc, ils ont pris un verre et ensuite, besoin irrésistible de boire, en anglais, c'est le craving, a pris le dessus. Donc, une fois qu'ils ont pris un verre, le craving embarque. Parce que le craving, c'est relié à la maladie physique de l'alcoolisme. Donc, ils disent, ces hommes ne buvaient pas pour fuir la réalité. En anglais, ils disent plutôt, ne buvaient pas seulement pour fuir la réalité. Parce que bien sûr, en tout cas, moi, personnellement, je buvais pour fuir la réalité. Mais ils buvaient aussi pour satisfaire un besoin de boire, un craving, au-delà de tout entendement. Donc, une fois qu'ils ont commencé à boire, le craving s'installe, puis là, ils continuent à boire. Ils disent au-delà de tout entendement, alors qu'en anglais, c'est au-delà de leur contrôle mental. Donc, aussi, c'est ça. Avant de boire, ils n'ont pas le contrôle mental suffisant pour dire je ne bois, je ne veux pas boire, puis je ne bois pas. Fait que ce contrôle mental-là n'est plus là. Ça fait partie de la maladie mentale. Donc, le paragraphe suivant, il dit il arrive souvent que les situations résultant de ce besoin impérieux, le craving, amènent certains hommes à faire le sacrifice suprême, donc à mourir plutôt que de continuer à lutter. Ensuite, il nous parle de la classification des alcooliques. Ça, on ne rentre pas là-dedans. Parce que surtout, dans la classification qu'il donne là, c'était selon son idée. Ça a été écrit en 1938. Donc, c'est, d'après moi, peu pertinent pour aujourd'hui. On va plutôt aller au paragraphe à la page 32 en chiffre romain qui dit « Toutes ces personnes, ainsi que beaucoup d'autres, ont un symptôme en commun. Elles sont incapables de boire sans contracter un goût immodéré pour l'alcool, donc un craving. Ce phénomène, comme nous l'avons suggéré, pourrait être la manifestation d'une allergie, encore ici, qui différencie ces gens et les place dans un groupe à part. Donc, l'allergie, c'est la cause première de l'alcoolisme. S'il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'alcoolique. Si je ne bois pas, je ne suis pas alcoolique. Tant que je ne bois pas, je n'ai pas déclenché le craving, je n'ai pas déclenché l'allergie. Tu sais? Je peux avoir une allergie aux fraises, puis tant que je ne mange pas de fraises, je ne la déclenche pas. Mais quand je mange les fraises, là, l'allergie est déclenchée. C'est la même chose pour l'alcool. Tant que je ne prends pas un verre, je ne déclenche pas l'allergie physique. Donc, je ne peux pas être alcoolique avant de boire. Il dit ensuite, le docteur, cette réaction anormale face à l'alcool n'a jamais été enrayée de façon permanente par aucun traitement connu, quel qu'il soit, et c'est toujours vrai. C'était vrai en 1938 et c'est encore vrai. Le seul remède que nous pouvons conseiller est l'abstinence totale. Maintenant, dans les maisons de thérapie, il parle du bois contrôlé, ce qui peut marcher pour quelqu'un qui est aux premières phases de l'alcoolisme, qui n'est pas rendu alcoolique, ce qu'il appelle alcoolique chronique ou vrai alcoolique dans le gros livre. Un vrai alcoolique ne pourra pas faire du bois contrôlé. OK. Ensuite de ça, le paragraphe suivant, c'est à lire. Ils disent l'opinion générale est que la plupart des alcooliques chroniques sont condamnés. C'est-à-dire que c'est ça. Une fois qu'ils ont commencé à boire, ils ne peuvent plus arrêter. Puis à cause de la maladie mentale, ben, ils vont avoir de la difficulté à rester arrêtés. Ensuite, on va à la dernière page de l'opinion du médecin, le dernier paragraphe, qui recommande vivement à tous les alcooliques de lire ce livre jusqu'à la dernière page. Et s'ils s'en trouvent parmi eux qui le font avec l'intention de se moquer, il pourrait arriver que ceux-là même restent pour prier. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Alors, c'était pas mal tout ce que j'avais sur l'alcoolisme. Attendez-moi un peu. Je vais aller voir un document que j'ai ici. Excusez. Je suis à la gorge. Moi, s'il y a d'autres choses que j'oublie. Ah oui, il y avait... je disais aussi que l'alcoolisme dans le DSM-5 maintenant, fait par le Collège des médecins, classe l'alcoolisme comme une maladie mentale. Et c'est bien sûr que c'est le problème mental qui est le premier problème, parce que si j'avais juste l'allergie physique, la solution à mon problème, ça serait juste de ne pas boire, puis ça ne serait pas difficile parce que je n'aurais pas d'obsession. Puis je n'aurais pas l'insanité qui me fait croire que l'alcool est bon pour moi, même si ça me rend malade à chaque fois, ou même si j'ai des graves conséquences. Donc, le problème premier de l'alcoolique, c'est la maladie mentale. C'est pour ça que c'est classé comme ça dans le DSM-5. Donc, le désir d'arrêter de boire n'est pas suffisant pour rester abstinent parce qu'on a cette insanité qui nous pousse à boire le premier verre malgré toutes les raisons qu'on n'arrête pas de boire.
C'est ça. Après ça, OK. Attends un petit peu. J'avais le seul remède que vous pouvez me conseiller. Je pense que je suis rendue. La page, c'est que je suis rendue. Je ne pas seulement. Ah oui, j'ai oublié une page X, la page 32 ou 33, selon la version, l'impression. Le, le paragraphe commence par toutes ces personnes ainsi que beaucoup d'autres ont un symptôme en commun. J'avais oublié de vous parler de la dernière phrase qui dit le seul remède que nous pouvons conseiller est l'abstinence totale. Donc, pour l'alcoolique, le seul remède, c'est l'abstinence totale et non pas, comme on disait tantôt, le poids contrôlé. OK, ça c'est beau. Ah oui, il y a eu un commentaire ici aussi hier qui disait que la méthode des alcooliques anonymes, les 12 étapes, sont la solution à la maladie mentale de l'alcoolisme, mais aussi ils peuvent régler d'autres problèmes de santé mentale. Par exemple, l'anxiété peut être réglée. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été ça. J'avais un grave problème d'anxiété, puis je ne le savais pas au début de mon abstinence, mais ça a sorti par la suite. Donc, ça a été réglé en grande partie. Je ne peux pas vous dire à 100%, là, mais ça a été réglé en grande partie. Puis j'ai connu d'autres membres aussi qui ont réglé les problèmes de santé mentale avec les 12 étapes. Ça fait que c'est soit réglé, libéré en partie ou amoindrir les impacts. Ensuite de ça, aussi, on nous a parlé de Excusez. Excusez. On a parlé aussi de comorbidité qui a été discutée par une psychologue. Et dans ce sens-là, il y a plusieurs autres problèmes qui entrent en ligne de compte dans le mal-être, dont les cas de autres maladies mentales. Ensuite de ça, OK. Donc, on est rendu à l'histoire de Bill, à la page 1. Bill, au départ, je vais donner quelques informations de base. Bill est né le 26 novembre 1895. Il devient sobre le 11 décembre 1934 et il décède le 24 janvier 1971. Oui, c'est ça. 24 janvier 1971. Donc, au moment où il a arrêté de boire, Bill est un courtier en valeurs mobilières. Il y en a qui disent spéculateur, c'est-à-dire spéculateur qui achetait des actions en bourse, puis il les revendait quand la valeur avait augmenté, ce qui lui faisait faire de l'argent. Il y a eu ça aussi, il a spéculé beaucoup, mais il a probablement aussi été courtier en valeurs mobilières. Donc, l'histoire de Bill est subdivisée en 3. Dans notre méthode, on a une phrase qui dit « Le récit de nos vies révèle de façon générale ce que nous étions, ce qui est arrivé et ce que nous sommes devenus. » Ben, ça résume un peu la façon dont l'histoire de Bill est construite. Il nous parle de ce qui était quand il buvait, ce qui était quand il était jeune, puis quand il buvait. Ça, c'est ce que nous étions. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé pour qu'il puisse arrêter de boire. Donc, à partir du moment où il a reçu le message, et jusqu'au moment où, c'est ça, jusqu'à la façon dont il a mis en pratique les étapes. Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter? Ça, c'est ce qui est arrivé. Et la dernière partie, ce que nous sommes maintenant, bien, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Comment je vis? Donc ça résume un peu ce ils disent les récits de nos vies dans la méthode, c'est parce que dans le gros livre, c'est la façon que c'est présenté. Ce que j'étais avant, ce qui m'est arrivé quand j'ai arrêté, puis ce que je suis maintenant. Et c'est quand je partage dans le Alcoolique Anonyme, c'est la façon que j'aime diviser mon partage. Une partie, ce que j'étais, c'est comment j'ai bu, ce que j'étais aussi comme enfant ou comme personnalité, type de personnalité. Ensuite de ça, ce qui m'est arrivé quand j'ai arrêté et comment j'ai réussi à mettre en pratique les étapes. Et ensuite, ce que je suis devenu, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Quelqu'un suggérait qu'on pourrait peut-être, dans ce qui est arrivé aujourd'hui, souligner les différents aspects de notre vie pour donner de l'espoir au nouveau. Par exemple, dans le domaine, qu'est-ce que je suis devenu dans le domaine émotionnel, dans le domaine spirituel, dans le domaine de travail, dans le domaine financier. Donc, effectivement, ça peut aider les nouveaux.
ça peut donner de l'espoir aux nouveaux. Aussi, par rapport à l'histoire de Bill, je suggérais de regarder pas juste sa façon de boire ou les expériences qu'il a eues pendant qu'il buvait, parce que moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'avais de la difficulté à m'identifier à ça, que je n'ai pas bu autant que ça, puis pas de cette façon-là. Mais maintenant, c'est plutôt de s'attarder aux émotions, aux sentiments, à sa façon de penser, aux actions qu'il a faites parfois, pour voir est-ce que je me reconnais dans ça. Donc, c'est aussi la même chose quand j'écoute un partage. J'essaie de voir dans quoi ça me ressemble, soit son senti, son vécu ou ses émotions. OK? Donc, on débute à la page 1 avec son histoire. Puis là, il nous dit que là, il débute son histoire avec son histoire de la guerre. Donc, c'est bien sûr, c'est la guerre 14-18 qu'on parle là. Puis, avant de partir pour l'Angleterre, il était dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre qui s'appelle New Bedford, au Massachusetts, où jeune officier, lui était un officier, frais et moulu de Plattsburgh, nous avions été cantonnés. Alors, il dit qu'il était flatté lorsque les notables ouvraient la porte de leur maison. C'est ça, les notables de la place ouvraient leur maison pour des cocktails pour les officiers, puis parfois, ils pouvaient garder leur préféré pour rester pour manger. Tout chanter l'amour, le triomphe, la guerre, tu sais, c'est l'euphorie avant le départ pour la guerre. Il y a beaucoup d'adrénaline là-dedans. Donc, il dit, enfin, je participais à la vie. Au milieu de l'allégresse, j'ai découvert l'alcool pour la première fois. Donc, il a commencé là. Il avait oublié les sévères mises en garde et préjugés de sa famille au sujet de l'alcool. Donc, le moment venu, ils se sont embarqués pour l'Angleterre. Comme je m'ennuyais beaucoup, je me suis de nouveau tourné vers l'alcool. Donc, son histoire avec l'alcool a commencé dans les parties. Il a découvert l'alcool. Après ça, quand il s'ennuie, il trouve l'alcool. Moi aussi, ça a été mon cas. L'alcool a été ma façon de chasser l'ennui. Donc, chasser l'ennui ou le mal-être. Ensuite de ça, il dit qu'ils sont débarqués en Angleterre puis qu'il a visité la cathédrale de Winchester. Très ému, c'est-à-dire qu'il a eu comme une mini-expérience spirituelle. Il a senti l'énergie probablement du lieu, puis ça l'a ému. Puis il est allé se promener, puis il a vu un épitaphe. Puis l'épitaphe l'a touché, et pas assez pour qu'il arrête de boire, naturellement. Il n'était pas prêt. Il dit, le paragraphe suivant, c'était là un sinistre avertissement que je n'ai pas su prendre au sérieux. Ensuite de ça, on saute un paragraphe. Il dit qu'il a suivi un cours en droit. Il a suivi un cours en droit et par la suite, il a décroché un emploi comme inspecteur dans une société de cautionnement. La course à la réussite était commencée. Course à la réussite, on peut s'identifier avec ça des fois. J'allais prouver au monde entier que j'étais quelqu'un. Ben oui, on veut prouver ça. Son travail l'a amené à Wall Street et peu après, il s'est intéressé au marché des valeurs. Beaucoup, ils perdaient de l'argent, mais d'autres, ils faisaient fortune. Pourquoi pas moi? Donc, il a étudié l'économie et les sciences commerciales en plus du droit. En raison de son penchant pour l'alcool, il a failli échouer à son cours de droit. D'ailleurs, il n'a jamais eu son diplôme. Il s'est présenté à un des derniers examens trop ivre pour écrire ou même penser. Donc, il n'a pas passé son dernier examen, si je comprends bien. Même s'il ne buvait pas encore de façon continue, sa femme s'inquiétait. Donc là, les conséquences comment? Elles ne sont pas très graves encore, elles sont plutôt légères, mais sa femme s'inquiétait. Donc, il faisait sûrement des remontrances. Nous avions de longues conversations pour lesquelles je tentais de la rassurer en lui disant que les hommes de génie avaient eu leurs meilleures idées sur l'effet de l'alcool. On essaie de vendre des idées farfelues aux autres. T'sais. On les croit nous-mêmes, les fausses idées, puis on essaie de les vendre aux autres. Donc, par la suite, il dit plus loin dans l'autre paragraphe, la troisième ou quatrième phrase, il dit « Mêlant encore des spéculations, j'ai commencé à faire l'arme qui un jour se retournerait contre moi comme un boomerang et me réduirait en pièces. » Donc, on voit qu'il a constaté après coup qu'il avait commencé à forger ça, cette arme-là. Donc, un peu plus loin, à page 3, il dit que le paragraphe qui dit « Nous avons quitté nos emplois. » Donc, lui et Loïs ont quitté leurs emplois pour partir à l'aventure sur une moto. Semble-t-il que c'est une Harley. Puis ça, c'est en 1925. Donc, ils ont été une année partis. Il a fait ça pour aller voir, vu qu'il était dans le courtier en valeurs mobilières, il avait l'idée, Bill, que s'il savait comment les compagnies étaient gérées, ça pourrait l'aider à
cerner les titres qui avaient de la valeur. Puis c'était pas faux, c'était une très bonne idée. Donc, il avait mis un peu d'argent de côté. Ils ont, une fois, été obligés de travailler dans une ferme pendant cette année-là pour se faire un peu d'argent. Puis, il dit qu'ils ont couvert en une année tout l'Est des États-Unis. Donc, il envoyait pendant ce temps-là des rapports à Wall Street qui, à son retour, lui ont valu un poste associé à un compte de frais, bien utile pour un alcoolique. Ensuite de ça, il dit le paragraphe suivant, au cours des quelques années qui ont suivi, la chance m'a apporté argent et honneur. J'avais réussi. Donc, de 1926 à 1930, il est dans la réussite sociale. Ensuite de ça, il dit un peu plus loin, dans ce même paragraphe-là, prendre un verre était devenu une chose importante pour moi, mettait du piquant dans ma vie. Donc, on voit que l'évolution de sa consommation est là. Jusqu'à ce moment-là, je ne suis pas sûre qu'il était alcoolique encore. Mais au paragraphe suivant, d'après moi, ça avait commencé. Il dit, paragraphe suivant, ma consommation d'alcool a augmenté sérieusement. Je buvais continuellement le jour et presque tous les soirs. Les remontrances de mes amis dégénéraient en dispute. Donc, ses amis commencent à trouver qu'il boit trop et qu'il n'est pas agréable. Puis, il s'est retrouvé en loup solitaire. Il s'est retrouvé donc tout seul pour boire. Ses amis ne voulaient plus le voir. Et aussi, il y a eu des nombreuses scènes malheureuses dans notre somptueux appartement. Je n'avais jamais été réellement infidèle à ma femme, car ma loyauté envers elle, parfois aidée par mon état d'extrême ébriété, me gardait de ses ennuis. Cette phrase-là me fait rire un petit peu parce que je n'avais jamais été réellement infidèle. Ça me fait penser à Bill Clinton, qui n'avait pas eu de relation sexuelle. Donc, c'est un bon alcoolique qui arrange la vérité on arrange la vérité à notre façon. Ensuite de ça, au paragraphe suivant, que je ne lirai pas tout, il dit en 1929, il y a eu la fièvre du Golfe. Mais un peu plus loin, il dit, là, ils sont allés à campagne. À campagne, c'est à Manchester, au Vermont. D'ailleurs, il vient du Vermont, hein, Bill, et Bob aussi. Donc, ils se sont installés à campagne. Puis l'alcool là, se prend un pris le dessus plus vite que je n'ai pu rattraper Walter Hagen, qui est un champion du golf à cette période-là. Puis là, il commence à être saisi de tremblement le matin. Donc, les conséquences commencent un peu plus. Là, tu sais. Il a commencé à boire sérieusement, mais les conséquences deviennent sérieuses aussi. Au paragraphe suivant, il dit, là, c'est le crash boursier de 1929. Les actions, la valeur des actions a chuté considérablement. Les gens ont perdu énormément d'argent. Il y a eu beaucoup de suicides à cette période-là. J'ai entendu parler pas mal de cette période-là par ma mère qui l'a vécu. Elle a été élevée sur une ferme. Heureusement, il y avait de quoi manger parce qu'il était sur une ferme. Mais les gens cherchaient du travail. Il n'y avait pas de travail. C'était vraiment l'enfer. Mais c'est ça. L'enfer s'est déchaîné à la Bourse de New York. Mais lui, il continue à boire. Puis il dit, moi, je me suiciderai pas. Il y avait la dernière phrase de ce paragraphe-là, il dit, tout en buvant, je me suis senti envahi à nouveau par la même détermination féroce de gagner ce que j'avais autrefois. Donc, on voit qu'il est déterminé, c'est sûr. Donc, le lendemain matin, il dit, j'ai téléphoné à un ami de Montréal. Il lui restait encore beaucoup d'argent. Il croyait que je ferais mieux d'aller m'installer au Canada. Le printemps, donc, il a trouvé un emploi au Canada, donc à Montréal. Donc, le printemps suivant, ma femme et moi avions repris notre train de vie habituel. Donc, ça, on est rendu le printemps suivant en 1930. Il dit qu'il se sentait comme Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Napoléon est revenu pour tenter de diriger la France. Pas d'île Sainte-Hélène pour moi. L'île Sainte-Hélène, c'est où a fini Napoléon. Lui, il sera mieux que ça, tu sais. Mais l'alcool m'ayant rattrapé, mon généreux ami fut contraint de se séparer de moi. Donc, il ne devait pas être très fiable au travail. Cette fois, nous allions rester sans argent. Au paragraphe suivant, il dit, nous sommes allés vivre chez les parents de ma femme. J'ai trouvé un emploi que j'ai perdu à la suite d'une querelle avec un chauffeur de taxi, qui était colérique peut-être un peu. Heureusement, personne ne pouvait deviner que pendant 5 ans, j'allais demeurer sans emploi véritable et ne pas me dégriser un seul instant. Ma femme avait trouvé du travail dans un grand magasin et quand elle rentrait à la maison épuisée, elle me trouvait sous. Chez les courtiers où je traînais, j'étais devenu un indésirable.
Alors, c'est vraiment les conséquences de son alcoolisme. L'alcool n'était désormais plus un luxe, mais une nécessité. En passant, c'était la période de la prohibition. Je ne me rappelle pas les années, je pense que c'est jusqu'en 1934, la prohibition. Donc, il dit 2 et parfois 3 bouteilles de gin de contrebande par jour avaient fini par constituer ma ration quotidienne. Coutumière, c'est-à-dire. C'est ça. On n'ira pas tout ça. Il continue à dire, parce que là, il était secoué de tremblements, violents tremblements. Mais, à la fin de ce même paragraphe-là, il dit néanmoins, la dernière phrase, néanmoins, je demeurais convaincu de pouvoir maîtriser ou contrôler la situation. Je traversais des périodes de sobriété qui redonnaient espoir à ma femme. On sait que Bill écrivait des promesses à sa femme dans la Bible familiale, et avec la date. Mais ça recommençait. Ça fait qu'il refaisait une autre promesse. On appelle ça des promesses d'ivrogne, je pense. Alors, les choses se sont détériorées peu à peu. Il dit plus loin, l'autre paragraphe, c'est alors qu'une affaire prometteuse s'est présentée. Les actions étaient à leur plus bas niveau pour l'année 1932 et j'avais réussi tant bien que mal à former un groupe d'acheteurs. Je devais toucher une part généreuse des profits. Une cuite magistrale m'a fait perdre cette occasion, comme par hasard. Tu sais. Parce que, probablement à cause de la trop grande pression, l'alcool, c'est le programme qu'on a à l'intérieur de nous qui dit que l'alcool est notre solution. Le programme a été déclenché suite à la pression et il est parti pour aller boire. Et il a bu. Donc, il dit là, ce coup m'a ouvert les yeux. Il fallait que ça cesse. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus prendre même un seul verre. J'en avais fini pour toujours. Oui, on dit ça. J'ai fini, là. Je n'en prendrai plus. Mais le désir d'arrêter de boire n'est pas suffisant. La volonté n'est plus efficace face à l'alcool. Il dit, jusque-là, j'avais fait quantité de belles promesses, mais ma femme m'a senti toute heureuse que j'étais vraiment sérieux cette fois. Effectivement, je l'étais. Donc, il a fait, je disais hier qu'il avait fait la première étape, mais j'ai réalisé ce matin, avant de me lever, dans ma méditation, qu'il n'a pas fait totalement sa première étape parce qu'il ne connaît pas son problème encore. Mais il a fait sa première étape, ou c'est une étape 0, si on veut, dans le sens qu'il a le désir d'arrêter de boire, puis il sait que c'est un problème. Donc, il a fait une bonne partie de sa première étape. Et pourtant, il va reboire. On va voir ça plus tard. On était rendu là quand j'ai arrêté. Donc, je vais arrêter là aussi aujourd'hui. Je vais juste aller vérifier mes notes pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose dans ce que j'ai dit hier. Quelqu'un, Guylaine, m'a envoyé ses notes qu'elle a mises par écrit. Merci beaucoup. S'il y a des choses, des fois je dis des choses qui ne sont pas toujours dans mes notes écrites dans mon gros livre. OK. Ça, c'est beau. Ça. Là, je suis en train de lire ces notes, excusez-moi. Donc, c'est ça. OK. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça va vous être utile. Alors, la semaine prochaine, c'est-à-dire le 17 novembre, on va reprendre à la page 6 qui commence. Je vais commencer par le coup qui a ouvert les yeux. C'est la façon logique, c'est la place logique pour commencer ça. Alors, merci beaucoup et bonne semaine.